Donc, bonjour à tous, on va pouvoir commencer. Donc, je suis très heureuse de vous accueillir ce matin pour ce webinaire de restitution des résultats du programme de recherche mené par la Fondation pour la recherche sur la biodiversité en partenariat avec le Mirova Research Center. Un programme qui était sur les interactions entre énergie renouvelable et biodiversité. Donc, avant de commencer, je me présente rapidement. Je suis Aurélie Kinard, chargée de mission scientifique à la FRB. J'ai initialement rejoint la Fondation pour travailler sur la rédaction de 3 synthèses de connaissances qui étaient consacrées à l'efficacité des mesures qui étaient prises pour diminuer l'impact des énergies renouvelables, donc éolien terrestre, éolien marin et photovoltaïque au sol, sur la biodiversité. Donc, ces travaux ont été menés en parallèle d'autres synthèses qui portaient, elles, sur les impacts à proprement parler sur la biodiversité et qui ont été rédigées par d'autres collègues, notamment Hélène Soublé, Robin Rocco, Claire Salmon. Donc, je tiens aussi à dire combien cela a été un plaisir de travailler avec le Mirova Research Center et notamment Eva Logne et son remplaçant pendant une petite période, Thomas Bonisso. C'était un programme qui était particulièrement riche, à la croisée d'enjeux scientifiques, opérationnels et sociétaux très forts. Et je trouve qu'il a permis de faire émerger des travaux qui étaient à la fois solides scientifiquement et utiles pour nourrir les réflexions sur les pratiques. Alors, je vais basculer sur votre caméra et partager un petit PowerPoint. Hop là. Alors, juste pour vous parler très rapidement, c'était pas ça. Excusez-moi. Ah. C'est juste pour vous partager. Hop. Le planning. Voilà. Hop. Et c'est tout bon. Voilà, donc pour cette matinée, on va commencer par un petit mot d'introduction à deux voix qui sera réalisé par Hélène Soublé, donc représentant la Fondation pour la recherche sur la biodiversité, et Eva Logne, qui représentera le Mirova Research Center. Puis, nous entrerons dans le cœur du webinaire avec 2 temps thématiques. Donc, la première session sera consacrée aux impacts avec les présentations des résultats de 2 projets qui portaient sur une meilleure compréhension des effets de l'éolien sur la biodiversité. Et donc ensuite, on aura un petit temps de questions-réponses de 20 minutes et on abordera le second set, donc qui sera consacré davantage aux solutions avec 2 présentations qui aborderont les outils et les leviers permettant d'anticiper et de réduire les impacts. Et encore une fois, un petit temps d'échange de 20 minutes où vous pourrez poser toutes les questions que vous souhaitez. Et nous conclurons ensuite ce webinaire. Donc, pour ouvrir officiellement ce webinaire, je vais maintenant laisser la parole à Hélène, puis à Eva. Et je vous souhaite à tous et à toutes un très bon webinaire. Merci beaucoup Aurélie, j'espère que vous m'entendez bien. Donc je suis vraiment ravie d'être ici, puisque c'est vrai que c'est au cœur des missions de la Fondation que de mettre en commun, de partager les enjeux sociétaux, de les transformer en questions de recherche et puis de pouvoir, in fine, dans le meilleur des cas, financer de la recherche pour répondre à ces enjeux sur des angles qui ont été définis en commun, co-construits avec un partenaire. Donc, c'est le cas avec le Mirova Research Center. Comme l'a dit Aurélie, ça a été un partenariat finalement d'assez long terme. Depuis 2 ans, on travaille sur cette question, un petit peu avant pour la définir.
Et donc là, vous avez finalement le résultat. Donc on est très content d'avoir eu cet appel. Alors, je voudrais dézoomer un tout petit peu sur voilà, pourquoi est-ce que ce genre de programme finalement est important. Et donc, vous vous rappelez qu'en cette année, en février, a été adopté le rapport d'évaluation de l'IPBES, qui est donc la plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques, qui traite des interactions entre biodiversité et entreprises. Et donc, dans ce rapport, en fait, il y a un gros travail sur l'évaluation des méthodes qui permettent de caractériser les impacts, les dépendances, mais aussi les opportunités et les risques pour les entreprises vis-à-vis de la biodiversité. Mais il y a également un chapitre qui est intéressant et je vous recommande d'en lire au moins le résumé dans le résumé pour décideurs, mais si vous avez l'occasion de lire ce chapitre, c'est le dernier chapitre, le chapitre 6, qui parle de ce qu'on appelle l'environnement porteur. Et ce chapitre, en fait, il dit que les entreprises peuvent faire des efforts pour diminuer leur impact sur la biodiversité, que c'est absolument indispensable pour sortir du business as usual. Là, c'est un des schémas que présente l'IPBES. Vous avez la trajectoire bleue, c'est-à-dire que la biodiversité s'effondre, les impacts sur elle sont trop importants et ce sont des impacts anthropiques. Et qu'une des solutions, c'est de diminuer ces impacts. Mais là, vous voyez la trajectoire orange. Si je me contente de diminuer les impacts, finalement, je continue à dégrader la biodiversité. Ce n'est pas suffisant. Et donc, ce que dit l'IPBES, c'est qu'il faut aller plus loin. Donc, il faut un changement transformateur qui passe par, d'une certaine manière, pour chaque entreprise, chaque professionnel, d'avoir un impact positif sur la biodiversité. Et là, en plus de la réduction des impacts, il faut aussi protéger et restaurer les écosystèmes. Et on a pour ça des cibles, notamment les cibles de la Convention sur la diversité biologique, qui nous donne collectivement une cible qui est de protéger 30% des espaces naturels, encore vierges, une nature encore relativement préservée, et puis de restaurer également 30% des espaces dégradés. Et donc sur la diapositive suivante, qu'est-ce que c'est que cet environnement porteur finalement qui va permettre, qui va donner la capacité aux entreprises de se mobiliser. C'est celle d'avant, je pense. C'est la diapositive d'avant. Voilà, celle-ci. Alors c'est vrai qu'elle est toute petite, je suis désolée, mais voilà, c'est en fait pour vous montrer en fait qui est concerné par cet accompagnement à la transition. Et donc, pour passer finalement d'un monde un peu grisâtre que l'IPBES représente ainsi avec ce cercle et des enjeux plutôt disjoints, au monde plus vertueux qui est représenté ici par la couleur verte. Et donc, on a bien besoin en fait d'un appui et d'une vision commune entre les entreprises, les gouvernements, les acteurs financiers, les institutions également financières, et puis la société civile au sens large, c'est-à-dire du citoyen jusqu'aux associations de défense de l'environnement et autres organisations qui travaillent pour la soutenabilité. Et donc, tout ça, c'est assez important parce qu'ici, en fait, dans ce programme, on a à peu près tous ces types d'acteurs qui sont réunis ensemble. Et ce type de programme, à mon avis, c'est une pierre, c'est une brique pour pouvoir aller vers la compréhension des impacts, la compréhension des solutions et finalement pour aller vers une meilleure direction que celle qu'actuellement prend notre économie. Donc, je suis ravie que ce partenariat ait pu se faire avec Mirova Research Center et plus largement Mirova. Et je vais donc laisser la parole à Eva. Et je vous remercie encore tous d'être très nombreux pour assister à ce webinaire dont les résultats promettent d'être très intéressants. Merci beaucoup Hélène et bonjour à tous. Donc je suis Eva Lhomme. Pour ceux d'entre vous qui n'ont jamais interagi avec moi, je travaille chez Mirova. Donc Mirova, c'est une société donc moi je suis spécialiste des questions impact et ESG au sein de Mirova, qui est une société de gestion d'actifs. Qui investit sur beaucoup de classes d'actifs. Donc nous gérons des fonds qui investissent dans l'économie réelle et en particulier dans des projets d'infrastructures de production d'énergie renouvelable, parce qu'on a la conviction que c'est une thèse d'investissement qui est pertinente dans la lutte contre le changement climatique. Pour autant, on est caractérisé par, en tout cas, notre volonté d'avoir un impact environnemental et social positif à travers nos investissements. Et donc, on a souhaité, au moment de la mise en place de notre fonds 5, venir soutenir des projets de recherche scientifique qui permettent
qui nous permettent, en tant qu'investisseurs, d'une part, de mieux comprendre les impacts des projets qu'on finance sur la biodiversité, afin de mieux sélectionner les projets les plus vertueux, et puis d'évaluer les solutions qui ont été mises en place par la filière, par les acteurs, par les bureaux d'études et en matière d'efficacité. Donc, au regard de la préservation de la biodiversité. Pour nous, c'était important de se dire quelles sont les solutions qui fonctionnent, quelles sont celles qui ne fonctionnent pas, et comment, en tant qu'investisseur, on peut à la fois mieux choisir les projets qu'on va financer, mais également orienter les décisions de gestion des parcs de production d'énergie renouvelable ou des acteurs que l'on finance dans l'intégration de ces considérations qui bénéficient en tout cas d'une évaluation scientifique solide. Donc, ça nous a amené à mettre en place un partenariat il y a effectivement 4 ans maintenant avec la FRB pour évaluer ces questions-là. Ça nous a permis de documenter à travers des recherches un certain nombre de synthèses de littérature qui ont été faites en grande partie par Aurélie, de documenter à la fois les impacts et l'efficacité des solutions. Je vous invite à les lire, c'est des super travaux, et c'est des super travaux qui ont, je dirais, la particularité de viser à émettre des recommandations, c'est-à-dire sur la base des travaux de la science. Aujourd'hui, on a des recommandations à destination des opérateurs, à destination des investisseurs que nous sommes, à destination des pouvoirs publics dans la meilleure compréhension des impacts et de l'efficacité des solutions, mais aussi à destination du monde de la recherche, parce qu'on s'est aussi rendu compte au cours de ces travaux que le monde de la recherche scientifique a encore des axes d'amélioration à intégrer pour permettre que les travaux qui résultent de leur activité soient mieux pris en compte et en tout cas puissent mieux être exploités par la filière et dans la compréhension des résultats de demain. Donc, on est ravis de ce partenariat. Le dernier pan, et c'est ce qui nous réunit aujourd'hui, c'était également, et c'est quelque chose qu'on s'est rendu compte, donc moi, mon travail, c'est d'être analyste ESG, je regarde l'impact environnemental et social des projets qu'on finance. Et pour ça, j'ai besoin que cet impact soit documenté, c'est-à-dire comprendre réellement les interactions des projets d'infrastructures d'énergie renouvelable avec la biodiversité. Et malheureusement, compte tenu du sujet, on se rend compte qu'il y a encore beaucoup d'impacts qui sont mal mesurés, mal documentés, mal connus du monde scientifique. Et donc, il nous est apparu nécessaire, en tant qu'investisseur, de venir financer des projets de recherche qui, eux, viennent défricher des questions qui, à ce stade, n'ont pas été abordées pour améliorer notre niveau de connaissance et intégrer demain les conclusions de ces travaux et de ces connaissances nouvelles dans la façon dont on développe et opère des projets en France et plus largement dans le monde. Donc, merci à tous les chercheurs qui ont travaillé sur ces questions et qui nous aident et qui nous éclairent dans les prises de décision qui sont les nôtres en matière d'investissement responsable. On ne t'entend pas. Merci. Merci Eva et merci à Hélène pour ce mot d'introduction. Nous allons pouvoir passer donc à la présentation des différents porteurs de projets. Donc, dans un premier temps, nous allons avoir la présentation de Kiro Eolab et je laisse le représentant ou la représentante du projet prendre la parole. Oui, bonjour à tous. Vous m'entendez bien? Oui, très bien. Je vais partager mon écran. Est-ce que vous l'avez bien en plein écran? Oui, très bien. Ok, super. Eh ben, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Camille Leroux, je suis responsable recherche et développement chez Odyssée et chercheur associé au CESCO. Et du coup, aujourd'hui, je vais vous présenter le projet KiroLab qui porte sur l'impact de l'éolien sur l'utilisation des habitats par les chauves-souris dans le temps et dans l'espace. Donc, c'est un projet qui a été coporté par le CESCO et par Odyssée. Et mené principalement par Fabien Vergnès, qui était postdoctorant sur le projet, qui est au présent aujourd'hui.
Donc, pour replacer un petit peu le contexte, ce projet il naît du fait qu'on constate qu'il y a deux problématiques principales entre éoliennes et chauves-souris, à savoir la problématique de mortalité par collision ou par barotraumatisme, qui sont des lésions provoquées par les variations de pression à proximité des éoliennes et qui peuvent impacter la démographie des populations. Donc, ces risques-là, ils peuvent être accrus par des phénomènes d'attraction des chauves-souris envers les éoliennes. Et d'autre part, on a un second impact qui est la perte d'utilisation des habitats, qui est, elle, générée par des phénomènes d'évitement et dérangement. Donc il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer qu'on ait une réponse plutôt que l'autre, notamment des facteurs temporels, spatiaux ou des facteurs liés aux caractéristiques et au fonctionnement des éoliennes. Et donc l'idée du projet Kyrolab, c'était d'aller voir si la réponse des chauves-souris aux éoliennes variait selon les saisons, selon le paysage, selon les espèces et selon la durée d'exploitation des parcs. Aujourd'hui, je vais me concentrer sur plutôt les saisons et les espèces, parce que les deux autres aspects, on les a explorés, on va les creuser un petit peu plus tard et je vous expliquerai pourquoi en fin de présentation. Donc on s'est concentré sur les saisons du printemps, du mois de juin et de septembre. Et donc pour mener cette étude, on a placé des enregistreurs acoustiques au niveau de Haye, dans le ouest de la France. On a placé 116 enregistreurs autour de 18 parcs éoliens et on a échantillonné à la fois donc, ces sites, comme je disais, au printemps et à l'automne, donc les mêmes sites. Pour vous donner une idée d'un petit peu de l'étendue des parcs échantillonnés, on était sur une moyenne d'éoliennes, enfin sur des éoliennes en moyenne de 85 mètres de diamètre de rotor, 50 mètres de garde au sol et 92 mètres d'auteur de moyeu. Donc aujourd'hui, les éoliennes qui sont implantées sont un petit peu plus grandes que ça. L'échantillonnage remonte à 2020. On est souvent sur des diamètres de rotor plus proches de 100 mètres et des gardes au sol un petit peu plus faibles. Et donc les enregistreurs, on les a placés de façon à avoir un gradient de distance à l'éolienne la plus proche de cet enregistreur, tout en étant sur les haies, et avoir un gradient d'exposition au vent. Pourquoi un gradient d'exposition au vent? Parce qu'on sait que les éoliennes génèrent des effets de sillage. Donc, comme on peut les voir quand vous voyez par exemple un bateau sur l'eau, on voit une traînée derrière ces bateaux. Et ben, pour les éoliennes, c'est un petit peu le même système, mais avec le vent. Et donc, on le voit très bien sur cette image. Et on a publié un article en 2024 qui montrait justement que la pipistrelle, donc une chauve-souris assez abondante et généraliste, était affectée par ces effets de sillage et avait tendance à être plus active en amont des éoliennes plutôt qu'en aval, donc dans cette zone de perturbation. Et donc cette zone de perturbation, elle se caractérise pardon, principalement par une décroissance de la vitesse du vent, parce que le vent est absorbé par l'éolienne, et une génération de turbulences, comme vous pouvez le voir sur cette image. Et donc, on a deux zones principales derrière l'éolienne, la zone d'effet de sillage proche, qui peut s'étendre de 2 fois à 4 fois le diamètre du rotor, et la zone de sillage lointaine, qui peut aller beaucoup plus loin, se propager sur des kilomètres, mais où les perturbations sont déjà beaucoup plus atténuées. Donc ce graphique, il montre un petit peu l'étendue de l'échantillonnage avec notre gradient croisé d'angle d'incidence du vent et de distance à l'éolienne, et ce pour différentes vitesses de vent. Donc ensuite, pour venir un petit peu tester l'effet des éoliennes et du sillage sur l'activité de nos chauves-souris, on a pris en compte trois grandes classes de variables, à savoir le fonctionnement et les caractéristiques de l'éolienne, des conditions météorologiques et des variables paysagères qui sont connues pour influencer l'activité des chauves-souris. Et donc, on a construit des modèles statistiques, des GLMM, où on a mis en interaction les variables liées à l'éolienne, donc l'angle d'incidence du vent, la distance à l'éolienne et la vitesse de rotation en bout de pale. On a aussi pris en compte les dimensions des éoliennes, la distance à l'eau et la densité de haies qui variaient dans notre zone d'échantillonnage, ainsi que les variables météorologiques. Et donc, on a fait un modèle par saison et un par taxon.
Donc ici, je vais vous présenter les résultats pour la pipistrelle commune et pour le groupe des noctules. Pourquoi? Parce que c'est des espèces intéressantes dans le sens où elles représentent deux types d'écologie différents, puis deux types de sensibilité à l'éolien différents aussi. Donc on a la pipistrelle commune qui fait partie des écolocateurs à moyenne portée, qui est plutôt une espèce qui a tendance à chasser au niveau des lisières, et on a le groupe des noctules qui sont des écolocateurs à longue portée et qui ont tendance à chasser plutôt en milieu ouvert et à voler beaucoup plus haut. Et là, on peut voir sur ce petit schéma illustratif que j'ai fait que, en gros, on a donc les long range écolocateurs, des écolocateurs à longue portée qui sont beaucoup exposés au diamètre du rotor des éoliennes. C'est pour ça aussi qu'on retrouve plus de collisions. Et les pipistrelles, pareil, on voit qu'il y a un overlap entre la zone du rotor et leur distribution de hauteur de vol, pour une éolienne avec une garde au sol de 50 mètres. Et donc, ce qu'on a constaté pour la pipistrelle commune, c'est qu'au printemps, on avait un effet négatif de la taille du rotor, donc moins d'activité quand le rotor était plus grand, et un effet négatif également de l'angle d'incidence du vent en interaction avec la vitesse de rotation. Donc, ce schéma permet d'illustrer un petit peu ce que signifie cette interaction. Donc, en fait, plus on augmente la vitesse de rotation de l'éolienne, donc plus on a un effet de sillage structurant, plus l'activité des chauves-souris autour de l'éolienne est également structurée. Et en l'occurrence, ce qu'on voit, c'est cohérent avec l'article qu'on avait publié sur l'effet de sillage, c'est que la pipistrelle commune est plus active devant l'éolienne. Donc, le petit point noir au centre, c'est l'éolienne. Devant l'éolienne par rapport au vent qui vient du nord, comparé à derrière l'éolienne. Et maintenant, si on regarde ce qui se passe plutôt au mois de septembre, on voit que ces effets de l'éolienne disparaissent a priori pour laisser place plutôt à des effets de la météo sur l'activité des chauves-souris, donc avec des effets cohérents à ce qu'on peut s'attendre au regard de la littérature, c'est-à-dire un effet positif de la température et un effet négatif des précipitations. Pour les noctules, on se retrouve avec des effets un petit peu similaires, mais pas exactement les mêmes variables. C'est-à-dire qu'on a aussi un effet de la dimension de l'éolienne, mais cette fois de la garde au sol, avec un effet positif. C'est-à-dire que plus on a une garde au sol élevée, donc finalement, plus on a de l'espace de vol sous l'éolienne, plus on a de chauves-souris, enfin d'activité des noctules en tout cas, et un effet négatif de la rotation, donc qui va un peu dans le même sens que celui de la pipistrelle, sauf que cette fois, on n'a pas cet effet forcément d'angle d'incidence, donc on ne sait pas si c'est un effet de rotation qui est vraiment dû au sillage ou plutôt à des perturbations liées au bruit de l'éolienne ou à la distribution des proies des noctules autour de ces parcs éoliens. Et à l'automne, donc on a un petit peu le même phénomène qui se passe que pour la pipistrelle, c'est-à-dire qu'on a on garde l'effet de la vitesse de rotation, mais l'effet de garde au sol disparaît. Et par contre, là, on a les effets météorologiques qui apparaissent, donc dans le même sens que pour la pipistrelle, avec un effet positif de la température et un effet négatif des précipitations. Donc, pour discuter un petit peu de ces résultats, donc on voit bien qu'on a des réponses contrastées des chauves-souris, selon l'espèce, avec des différences dans les variables qui sont impactantes liées aux éoliennes, et selon les saisons, avec globalement des effets des éoliennes qui semblent plus structurants au printemps, et tandis qu'ils laissent place plutôt à des effets météo à l'automne. Les recommandations qu'on pourrait tirer de cette étude, c'est qu'il faudrait éloigner les éoliennes des habitats favorables pour éviter effectivement cette perte d'activité sur les haies derrière les éoliennes, et placer les éoliennes de façon en fait à minimiser l'exposition des habitats favorables derrière les éoliennes, donc dans la zone qui est exposée à l'effet de sillage, selon donc les vents dominants. En termes de limites pour cette étude, une des limites principales, c'est qu'on est sur des mesures acoustiques au sol, donc on n'a pas d'idée en fait de la hauteur de vol précise de ces chauves-souris, et qu'on est sur un effet de sillage très simplifié puisqu'on considère en regardant en angle d'incidence du vent. Et donc en termes de perspective, on peut imaginer 3 pistes principales. Premièrement, une réanalyse de ces données avec une modélisation plus fine du sillage et en approfondissant l'analyse des effets selon le contexte paysager.
Donc ça, c'est ce qu'on est en train de faire à travers le projet BATWEC, donc toujours avec la même équipe, CESCO Odyssée, mais également avec l'IFPEN qui est spécialiste en modélisation du sillage. Et donc l'idée, c'est que l'IFPEN justement puisse tenir compte de la rugosité du paysage qui joue sur l'effet de sillage dans ces analyses-là, puisqu'on a en fait on a deux jeux de données en Hauts-de-France et en Grand Ouest, donc avec des paysages beaucoup plus bocagés d'un côté et beaucoup plus ouverts de l'autre. Donc ils vont nous aider à modéliser le sillage de façon différente selon les zones d'études. Ensuite, une autre piste, ça serait de mener une nouvelle saison de terrain pour cette fois bénéficier de suivi acoustique en hauteur, avec le challenge méthodologique que ça implique de faire des mesures acoustiques en hauteur à différentes distances d'éoliennes et à différents angles d'exposition du vent. Pour l'instant, à petite échelle, on va mener une petite étude qui porte pas exactement sur cette question, mais dont on pourra peut-être tirer des choses avec l'Université du Luxembourg et notamment avec Kevin Barré, où on va essayer de regarder l'activité des chauves-souris en nacelle avec des caméras thermiques et des suivis acoustiques, et si possible prendre en compte justement la modélisation du sillage, la direction du vent, et du coup à échelle très locale pour regarder l'interaction fine entre les chauves-souris et la nacelle de l'éolienne, suivant les conditions de météo et les conditions de sillage. Et enfin, nos résultats peuvent permettre aussi d'inciter à prendre en compte la saisonnalité des comportements des chauves-souris envers les éoliennes, notamment au moment d'élaborer les algorithmes de bridage, puisqu'on se rend compte qu'on aura des paramètres qui n'auront pas le même poids suivant la saison qu'on considère et suivant les espèces ou groupes d'espèces qu'on considère. Donc voilà, pour conclure, donc on a des effets des éoliennes qui semblent être plus forts, ou en tout cas plus structurants au printemps comparé à l'automne. Dans les deux cas, des effets négatifs liés à la rotation de l'éolienne, que ce soit en interaction ou pas avec l'angle d'incidence du vent. Un besoin d'aller creuser un petit peu plus cette interaction entre chiroptère et sillage, ce qu'on est en train de faire à travers le projet BATWEC. Et un besoin de prendre en compte ce dérangement, cette perte d'utilisation des habitats dans les études d'impact notamment. Merci, j'espère que je n'ai pas trop dépassé le temps. On ne t'entend pas, Aurélie. Merci Camille pour cette excellente présentation. Donc, on va passer au second projet. Je vous rappelle que la session de questions-réponses sera à la suite du second projet pour ces deux projets. Donc, je vais laisser la parole aux représentants de CEMART-DC. Je crois que votre micro est coupé. C'est bon. C'est mieux. Céline. Ok, alors, du coup, je vais retourner à ma présentation. Ok. Bon, bah, désolée, je recommence. Donc moi, je m'appelle Céline Artero. Donc, je me fais la porte-parole, en fait, de tout le groupe qui a travaillé sur le projet Concilier les énergies marines renouvelables et la biodiversité. Donc, après la Terre, on va aller plus en mer, vu que nous, le projet, c'est un peu porté sur un contexte de véritable dynamique du développement des éoliens en mer, avec des objectifs européens qui sont de pouvoir produire 450 gigawatts d'énergie via ces parcs éoliens marins d'ici 2050. Et grâce au pourtour de la France, hein, qui est beaucoup maritime, la France, elle, a un objectif d'avoir 50 parcs éoliens d'ici 2050. Et à l'heure actuelle, on en a une petite dizaine qui est soit en travaux, soit en exploitation. Donc, ces parcs éoliens marins, en fait, ils ont des effets qui ont été décrits dans la littérature, notamment pendant la première phase, qui est la phase de construction de ces parcs. Il y a des effets négatifs qui ont été décrits avec les bruits, les vibrations, la remise en suspension des sédiments, la modification de l'habitat, mais également des effets qui peuvent être positifs avec la diminution de la pêche au sein de ces zones de développement.
Lors de l'exploitation en fait de ces parcs éoliens, il y a des effets qui se rajoutent positivement avec des effets récifs autour en fait de la base des éoliennes, mais toujours des effets négatifs avec le bruit, une circulation des océans qui peut être un peu modifiée à cause de la rotation des éoliennes, une stratification de la colonne d'eau et des champs électromagnétiques qui sont amplifiés via le courant électrique qui est transporté des parcs éoliens vers la Terre. Donc c'est sur ces derniers aspects de champs électromagnétiques que le projet CEMARB s'est concentré. Donc comme je vous ai dit, en fait, pour relier les éoliennes et pour transporter l'énergie qu'elles produisent via la Terre, il y a des câbles sous-marins et le transport de cette énergie dans ces câbles amplifie localement les champs magnétiques et selon le courant qui est utilisé pour transporter cette énergie, on est soit en courant alternatif, soit en courant continu et on utilise un courant ou l'autre en fonction de soit on se trouve dans un parc, soit on ramène l'électricité à la Terre et c'est en fonction de la distance à la côte. Donc, pour étudier en fait ces champs électromagnétiques, on s'est intéressé à des espèces qui sont électrosensibles. Donc, il y a des espèces marines qui utilisent en fait les champs magnétiques pour s'orienter, s'alimenter ou se reproduire. Donc, nous, on a pris l'espèce modèle qui est la petite roussette, qui est une espèce de requin benthique, donc qui va vivre au fond de l'eau et qui peut être impacté par cette amplification des champs magnétiques. Et la petite roussette utilise en fait des appareils sensoriels qui sont localisés tout autour de sa bouche pour détecter les variations de champs magnétiques et qui vont lui servir, comme je disais, pour l'orientation ou alors la recherche de proies pour s'alimenter et des activités de reproduction. Donc nous, nos hypothèses, en fait, ça a été que dans les parcs éoliens, il y a des habitats qui sont favorables à la reproduction de la petite roussette, qui est donc en fait des animaux qui sont benthiques et qui peuvent être localement impactés par ces changements. Et donc ça veut dire que la petite roussette peut déposer des œufs qui vont être dans un environnement proche des câbles sous-marins avec cette amplification de champs magnétiques. Donc ça veut dire que ces embryons de petites roussettes qui sont déposés là se fixent au substrat et seraient donc soumis à une exposition chronique à des champs magnétiques amplifiés pendant leur phase de développement embryonnaire, mais également pendant la première partie de leur phase juvénile où les individus sont peu mobiles. Donc le projet s'est posé la question de savoir s'il y avait des effets à cette exposition chronique aux champs magnétiques amplifiés sur la survie, la croissance, le métabolisme ou alors le comportement de ces espèces électrosensibles. Et on a pris comme modèle la petite roussette. Donc, pour étudier cette question, on a mis en place une expérimentation en milieu contrôlé. Donc, on a créé en fait une circulation d'électricité dans des bobines que vous voyez ici sur la photo de droite avec les cadres blancs que vous voyez. Et donc, on a 4 conditions dans notre expérimentation. Une condition contrôle où les individus sont soumis à le champ magnétique terrestre et 3 conditions de champ magnétique amplifié qui correspondent à ce qui a été relevé initialement ou estimé avec des valeurs de champ magnétique amplifié qui correspondent à un éloignement au câble. Donc, quand on est sur le câble, on a une amplification de 500 microtesla du champ magnétique terrestre. Quand on s'éloigne un petit peu, on a 100 microtesla. 10 mètres du câble, on est à 10 ou 50 microtesla en fonction du courant utilisé. Et plus on s'éloigne, plus on retrouve une valeur du champ magnétique naturel terrestre. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé des embryons et on les a tout simplement posés dans ces bassins et on a laissé la croissance se dérouler et on a observé ces individus au cours de leur cycle de vie. Donc, on a réalisé cette étude sur 2 années. La première année, elle était en courant alternatif, le courant qui est utilisé plus dans les parcs éoliens, et la deuxième année en courant continu pour voir justement avec ces courants qui vont être de plus en plus utilisés pour rapporter l'électricité à la côte, si les effets différaient entre ces 2 types de courants. Donc, comme je vous ai dit, en fait, donc, on a suivi les individus qu'on a exposés à ces champs magnétiques amplifiés, et on a regardé une fois par semaine ou après une fois par mois, selon la phase embryonnaire ou juvénile, leur survie et leur croissance grâce à des processus de photo. Donc, les embryons étaient pris en photo par transparence et après, avec un logiciel, on a mesuré du coup les individus, mais aussi la surface de leur sac vitellin qui représente leurs ressources nutritives pendant la phase embryonnaire.
Pendant la phase juvénile, c'est le même processus. On a pris des photos et on a mesuré, pesé les individus pour suivre leur croissance. Pendant la phase juvénile, on a également étudié le métabolisme et les effets des champs magnétiques sur le métabolisme. Et pour ça, on a placé les individus dans ces espèces de tubes en verre que vous voyez sur la photo pour mesurer leur consommation d'oxygène, qui sont à proxy des mesures de métabolisme. Et enfin, on a fait une dernière manip pour étudier les effets des champs magnétiques sur le comportement de ces juvéniles. Et pour ça, en fait, on a tout simplement placé des caméras au-dessus des bassins pour étudier leur comportement locomoteur avec tout un tas de paramètres, si les nages étaient rapides, l'utilisation de l'espace dans le bassin. Et au bout d'un moment, lors de ces films, on a déposé 4 boîtes contenant ou pas des proies, donc 2 boîtes contenant des proies et 2 boîtes contenant rien du tout. Et donc, les proies ont été dissimulées, donc les individus n'avaient ni accès ni à l'odeur, ni à la vision de ces proies, et on a essayé de voir si les champs magnétiques, donc s'ils pouvaient encore se servir des ampoules de Lorenzini pour détecter leurs proies. Donc, ceci nous a permis d'étudier la recherche alimentaire de ces petites roussettes. Donc, les résultats, les premiers résultats, ce sont d'abord les effets sur la survie. Donc, ici, vous avez une représentation des courbes de survie des individus. En haut, vous avez le courant alternatif et en bas, le courant continu. Et ce qu'on cherche à voir ici, c'est la différence par rapport à la courbe verte qui correspond toujours à notre condition contrôle pendant tout le reste de la présentation d'ailleurs. Donc, ce que vous pouvez voir, c'est notamment en condition de courant alternatif où la courbe verte, quand même, progressivement se hisse vers le haut et il y a des effets momentanés sur la survie avec notamment la condition sans microtesla qui a des survies un peu plus légères, mais en courant continu, il n'y a pas de significativité sur cette survie. Donc, il n'y a pas d'impact réel sur la survie des petites roussettes, mais quand même, le petit bémol, c'est qu'en 100 microtesla, c'est les conditions où les survies sont les moins élevées dans toutes les conditions qu'on a testées. Les effets sur la croissance, donc là vous voyez en fait la courbe de croissance des individus et je vous présente la longueur totale, donc on a une longueur qui augmente dans le temps et je vous ai encadré ici en rouge en fait des phases pendant la croissance des embryons où les courbes peuvent s'éloigner encore de cette courbe verte avec une diminution de la croissance mais qui est momentanée et qui à la fin de la croissance en fait ne se retrouve pas. Donc des effets uniquement temporaires sur la croissance des individus. Pour le métabolisme, ici, je vous présente en fait des valeurs de métabolisme qui sont représentées par l'AMS. Et ce qu'il faut voir en fait sur ce graphique, encore une fois, toujours on compare les 3 conditions de champ magnétique amplifié à la condition verte de condition contrôle. Et on voit que ni en courant alternatif ni en courant continu, nous voyons d'effets des champs électromagnétiques sur le métabolisme de cette espèce. Pour le comportement, maintenant, c'est un tout petit peu différent. Donc là, je vous présente quelques résultats, mais qui sont loin d'être représentatifs de tout ce qui a été fait, mais que je trouve intéressant. Donc ici, ce que vous voyez, en fait, c'est la probabilité d'estimer le comportement de rester immobile dans le bassin. Et vous voyez qu'en fait, les individus de la condition contrôle restent immobiles 26% des fois où on les a observés. Et que quand les individus ont grandi en conditions de champ magnétique amplifié, cette probabilité augmente à entre 60 et 80%. Donc on voit en fait que les individus sont beaucoup plus amorphes, en fait, on va dire, quand ils ont grandi en conditions de champ magnétique amplifié. Pour vous donner un exemple de résultat aussi sur la recherche alimentaire, on a étudié en fait le délai de retour de nos individus dans la zone autour des boîtes qui contenaient les proies. On s'est dit en fait que plus l'individu revenait rapidement autour de ces zones, plus il avait détecté les proies et essayait de les capturer alors qu'elles étaient inaccessibles. Et là encore, vous voyez par rapport à la courbe verte, en fait, ce délai de retour diminue. Ça veut dire que les individus retourne rapidement vers cette zone qui contient des proies. Donc, on a émis l'hypothèse qu'ils arrivaient à les détecter, alors que dans les autres conditions de champ magnétique amplifié, ce délai, en fait, se réduit beaucoup moins rapidement. Donc, on a un doute sur une espèce de confusion de la sensibilité de champ magnétique pour réussir à détecter les proies.
Donc, par rapport à tout ce projet, en fait, ce qu'on a appris, c'est qu'il n'y avait pas d'effet aigu des champs électromagnétiques sur les petites roussettes, donc sans effet sur la survie et la croissance notamment, mais il y a des tendances qui sont un petit peu négatives et qui restent à vérifier, surtout dans la condition de champ magnétique amplifié à 100 microtesla, donc qui correspond à un éloignement à 5 mètres des câbles. Et par contre, il y aurait des modifications sur le comportement et locomoteur et de recherche alimentaire lorsque les individus ils ont grandi dans ces champs magnétiques amplifiés. Donc, le projet nous a permis d'améliorer les connaissances fondamentales sur les effets des champs magnétiques sur la petite roussette et on a appris qu'il y avait de possibles implications sur l'écologie de l'espèce avec des changements comportementaux, mais qui restent à vérifier maintenant en milieu naturel. Donc, nos limites, en fait, c'est qu'au sein des parcs éoliens, les courants qui sont utilisés, ce sont des courants alternatifs. Et comme on a des effets sur le comportement, c'est des effets qui ont été étudiés en courant continu. Donc, maintenant, il faudrait aller essayer de comprendre les effets qui sont, si ces effets, en fait, perdurent avec des courants alternatifs, tout simplement. Et nous, ce qu'on aimerait en perspective du projet, c'est d'étudier le stress physiologique qui pourrait être créé par les champs électromagnétiques sur les petites roussettes pendant qu'elles sont exposées, et aussi aller voir s'il y a des effets sur le comportement reproducteur pour notamment vérifier notre hypothèse de départ qui était de savoir si les roussettes, elles peuvent pondre en conditions de champ magnétique amplifié ou pas. Donc, pour les messages clés, en fait, c'est qu'il n'y a pas d'effet durable des champs électromagnétiques amplifiés sur la survie, la croissance et le métabolisme des petites roussettes. Il y a des effets d'une exposition chronique sur du comportement locomoteur et également sur un comportement de recherche alimentaire. Maintenant, tout ça, c'est fait en milieu contrôlé et donc il faut aller vérifier si les effets comportementaux mis en évidence sont réversibles ou alors vont rester durables et s'ils se trouvent en milieu naturel. Voilà, je vous remercie beaucoup. C'est bon. Merci beaucoup Céline pour cette présentation. Donc maintenant, nous allons pouvoir passer à la petite séance de questions-réponses qui va durer une vingtaine de minutes. Juste, je vous partage une petite diapo pour vous montrer. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas bien Teams, vous voyez, normalement, vous avez une barre en haut où vous avez l'option « Lever la main ». Donc, n'hésitez pas à lever la main pour pour qu'on puisse savoir que vous avez une question à poser. Voilà, tout simplement. Je vous remercie. Et pas de réactiver votre micro quand vous voulez intervenir. Comment? Et la caméra. Et la caméra aussi, ce serait pas mal. Aussi, n'hésitez pas à vous présenter avant de poser votre question. Les gens sont timides aujourd'hui, Aurélie. Non, il y avait pas mal de... Stéphanie. Ah, donc Stéphanie, je vous laisse prendre la parole. Oui, bonjour, Stéphanie Lemel, agence de l'eau Seine-Normandie. J'avais une question pour la dernière présentation. Je remercie d'ailleurs pour les différentes présentations. Je voulais savoir si les ampoules de Lorenzini étaient autant développées chez les roussettes juvéniles que chez les adultes et si on pouvait penser qu'il pourrait y avoir des effets différents entre les roussettes adultes et les roussettes juvéniles des différents champs électromagnétiques. Voilà. Merci Stéphanie pour votre question. Alors, je ne sais pas répondre à la question, mais en fait, à la fin de l'étude, du coup, on a dû euthanasier les petites roussettes et on va justement étudier l'histologie. On aimerait étudier l'histologie des ampoules de Lorenzini pour comprendre si les effets sont dus à une formation, à un développement des ampoules qui est différent en fonction des conditions auxquelles les petites roussettes ont été soumises. Et après, on pourra émettre des hypothèses par rapport à ça, et notamment sur la réversibilité des effets quand les petites roussettes vont peut-être sortir d'un milieu perturbé. Eh bien, merci
Oui, j'ai vu. Maintenant, Benoît Terrien, vous pouvez poser votre question. Oui, bonjour. Je suis Benoît Terrien, donc responsable environnement chez WPD Onshore. Ma question, c'est sur la première étude, Kiroeol à AB. J'ai deux questions en fait. J'aimerais savoir peut-être un plus de précision sur l'effet donc l'ampleur de l'effet sur les modifications d'activité, que ce soit pipistrelle ou noctule, donc, entre l'amont de l'éolienne et l'aval. Et j'ai une deuxième question sur la vitesse de rotation. Donc, ce que je comprends, c'est que la vitesse de rotation a un impact négatif plus la vitesse est importante. Est-ce qu'en parallèle, vu que les vitesses de rotation des éoliennes dépendent des vitesses de vent et que plus le vent est fort, disons en général, moins l'activité Kiro est importante, est-ce que du coup l'effet de la vitesse de rotation est croissant, mais est-ce qu'il l'est sur une activité plus faible, étant donné que le vent serait plus fort? Voilà. J'espère que mes questions sont claires. Oui, je peux répondre si vous voulez. Du coup, pour la première question, c'était sur l'ampleur de l'effet de sillage. Du coup, pour des effets enfin, pour des vitesses de vent et de rotation importantes, on est à peu près sur une activité qui est 2 fois plus élevée devant l'éolienne par rapport à derrière l'éolienne. Euh, et la deuxième question, oui, c'était sur le lien entre vitesse de rotation, vitesse de vent et effet sur les chauves-souris. Bah, en fait, on a deux cas là. Donc, on a le cas de la pipistrelle où, comme l'effet de la vitesse de rotation est mis en lien avec l'angle d'incidence puis la vitesse du vent, donc on sait que c'est vraiment un effet sur l'activité qui est lié au sillage de l'éolienne et pas aux conditions de vent en général. Pour les noctules, on a un effet de la vitesse de rotation. En fait, si l'effet était lié au vent, ce serait attendu aussi à un effet de la vitesse de vent, puisqu'on l'avait aussi mis dans les modèles. Et a priori, c'est pas le cas. Et si on a un effet de la vitesse de rotation, c'est aussi qu'on a assez, qui est significatif au seuil de 95%, c'est qu'a priori, on a aussi assez d'activité pour le détecter. Donc ça ne veut pas dire que on peut quand même avoir un petit peu moins d'activité hein, avec des vents plus forts, mais ça ne remet pas en question l'effet de la vitesse de rotation qu'on n'aurait pas eu dans ce cas-là, ou alors qu'on aurait eu aussi avec l'effet de la vitesse de vent, qui n'était pas corrélé, sinon on n'aurait pas pu les mettre dans les mêmes modèles. Pardon, Aurélie, je crois. Alors, je vois qu'il y a beaucoup de questions dans le chat, des grosses questions. Même s'il y a quelques personnes qui ont commencé à y répondre voilà, par écrit, n'hésitez pas à nous les repartager à l'oral voilà, pour en faire profiter tout le monde. Tout le monde ne va pas peut-être donc lire le chat. Donc maintenant, nous avons une question de Claire Pereira. Bonjour, Claire Pereira de la société CEPAL. Je suis chargée de mission environnement pour les projets éoliens et solaires. Ça rejoint un petit peu la question précédente. Moi, c'est une question que j'ai posée dans le chat. On se demandait, ma collègue qui est juste à côté, concernant les résultats sur la garde au sol, est-ce qu'on ne pourrait pas déduire que l'activité est plus élevée lorsque la garde au sol est élevée? Parce que dans l'étude d'impact de base, en fait, on a augmenté la garde au sol parce qu'il y avait justement cette activité élevée qui avait été détectée. Donc, du coup, peut-être plus précisément, est-ce que vous avez intégré les résultats de l'éventuelle étude d'impact qu'il y avait eu et donc avant le projet voilà. Merci. Oui, c'est une bonne question. Alors, non, on n'a pas intégré les résultats des études d'impact parce qu'on n'a pas pu obtenir toutes les études d'impact sur les 18 parcs éoliens. Donc, oui, on pourrait imaginer que l'effet de la garde au sol, j'aurais tendance à dire hein, dans un premier temps, que l'effet de la garde au sol est lié à la prise en compte, de l'activité forte des noctules. Si on considère ça, par contre, ça suppose qu'effectivement, sur l'ensemble des sites, on a bien une prise en compte parfaite de la garde au sol par rapport à ces activités-là.
Donc ça, on ne peut pas le dire sans les études d'impact. Mais oui, c'est une possibilité, je pense. Effectivement, genre on me pose cette question parce que c'est vrai que pour les noctules, alors c'est vrai que vous avez dit que c'était des parcs vieux, donc à regarder les études d'impact, hein, mais pour les noctules, par exemple, c'est vrai qu'on a tendance à vraiment se focaliser sur ces espèces parce qu'on sait que c'est les plus sensibles en général, et donc de favoriser des mesures de réduction quand même qui sont plutôt intéressantes, comme par exemple la garde au sol ou d'autres choses. Si l'activité de base sur le site est élevée, on va avoir tendance à aller sur des gardes au sol plus élevés. Donc ça, c'est plutôt la cause que le résultat. Là, c'est pas l'effet garde au sol. Enfin, on ne pense pas que ce soit la garde au sol qui augmente l'activité. Je pense que s'il y a une grande activité, en tant que porteur de projet, on va avoir tendance à avoir des gardes au sol, on va mettre en place des gardes au sol plus élevés. Savoir si ça avait été pris en compte, effectivement, peut-être dans l'analyse du coup de ces résultats-là, de cette activité-là. Alors, ma collègue qui fait, on est en binôme, donc on travaille de la même manière à CEPAL pour la présentation. D'accord. Je crois qu'il y a Christian qui veut compléter. Oui, Ouais. je vais juste répondre dessus. Donc, Christian Carvalho, je suis ancien chercheur au Muséum d'histoire naturelle. En dehors de cette étude-là qui est focalisée sur l'activité, parce que l'activité est intéressante, parce que c'est souvent l'outil qu'on a en évaluation environnementale avant les éoliennes pour évaluer les risques. Mais une fois que l'éolienne elle est construite, on a une autre métrique intéressante, c'est la mortalité. Et là, les travaux, alors qu'ils sont en cours de publication, mais qui ont déjà été présentés, notamment au colloque international éolien biodiversité de l'année dernière à Montpellier, il y a clairement une relation très très nette entre la garde au sol et la mortalité. Donc je pense que du coup, le débat de savoir est-ce que c'est la garde au sol, elle a été adaptée par rapport aux enjeux de... Et donc il y avait beaucoup d'activités, du coup on a mis une garde au sol plus haute, etc. Je pense que là on a la réponse, en tout cas avec la mortalité. Une garde au sol va être compte basse, on a une mortalité plus forte. Voilà. Je pense que c'est simple. Merci. Vous avez une question? Oui, bonjour Anne Albert, responsable environnement chez JP2E. Moi, c'était juste pour le contexte. Merci pour les présentations. Sur la première présentation de Camille Leroux, pour le contexte des 18 parcs éoliens, est-ce que c'est des parcs qui avaient un bridage pour les chauves-souris? L'information. Parce que c'est vrai que voilà, l'analyse a été faite du coup sur des critères méthodologiques, mais du coup, est-ce que c'est des parcs qui étaient bridés? Est-ce que du coup, il a été demandé de mettre en pause le bridage pour faire cette étude? Ou comment Non, non. le critère bridage a été pris en compte? Non, on n'a pas du tout touché, on n'a pas du tout demandé à ce que les éoliennes soient manipulées pour cette étude. L'information de bridage en tant que telle, on l'avait pas non plus. C'est des informations qui sont dures à récupérer. Et par contre, ce qu'on avait du coup, c'était la vitesse de rotation. Et en fait, ce qui était important pour nous, c'était surtout de vérifier les corrélations possibles entre vitesse de vent et vitesse de rotation. Notamment, on ne pouvait pas mettre vitesse de rotation et vitesse de vent dans le même modèle. Ou en tout cas, on n'aurait pas pu démêler les effets. Donc, c'était ça qui était important pour la bonne interprétation de nos modèles. Et effectivement, ce n'était pas le cas dans l'étude. Elles n'étaient pas corrélées, c'était pas strictement corrélé. Après, au-delà de ça, on n'a pas pris en compte plus le bridage que ça, dans le sens où en fait on prenait de toute façon en compte la vitesse de rotation à tout moment, quoi. Ouais, ok. Ok, ça marche, merci. D'accord. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Alors, sinon, moi, j'en aurais une petite pour Céline. Vous avez donc étudié la petite roussette. Est-ce que vous pensez que les résultats que vous avez eus peuvent être extrapolés à d'autres espèces qui sont électrosensibles et dans quelle mesure? Où se situe la limite de cette extrapolation? On pourrait, parce que en fait, la famille des élasmobranches donc sont munies des mêmes ampoules de Lorenzini.
Après, on est toujours prudent sur l'extrapolation à d'autres espèces parce que les espèces ont des sensibilités différentes, des capacités pour détecter des champs magnétiques un petit peu plus fortes que d'autres. Voilà, en tout cas, ça peut être, disons, représentatif de ce qui peut se passer. Après, par contre, ça n'empêche pas qu'il y a des espèces qui pourraient être moins sensibles ou plus sensibles encore aux champs magnétiques. Donc, c'est un peu difficile. Merci beaucoup pour ta réponse. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions à venir? Des personnes qui auraient posé des questions dans le chat, qui auraient envie de nous partager voilà, leurs propres questions? Non. Donc, on va pouvoir passer au deuxième set de présentation de résultats de projet, donc plus tourné vers les solutions cette fois-ci. Donc, nous allons commencer par le projet Bribat. Bonjour tout le monde, vous m'entendez bien? Oui, on t'entend. Alors, j'ai une bande passante qui est pas terrible, donc n'hésitez pas à me dire si à un moment donné ça commence à rater. Alors, On voit bien ton PowerPoint. vous voyez mon écran? Ok. En plein écran là, c'est bien? C'est bien, ouais. Hop, ok. Très bien, je glisse la fenêtre sur le côté. Eh ben, merci pour ce temps de parole. Donc moi je suis Kevin Barré, chercheur contractuel à cheval entre le Muséum d'histoire naturelle de Paris et l'Université du Luxembourg. Et je vais donc vous présenter les principaux résultats issus du projet intitulé, donc que j'ai porté avec différents collègues, hein, c'est un travail collectif, au sujet de la régulation intelligente des éoliennes, un dispositif gagnant-gagnant basé sur des algorithmes d'optimisation du compromis entre production d'énergie et risque de collision avec la faune volante. Alors, je précise tout de suite que ce sont des résultats que je vais présenter ici un peu plus complets et plus finalisés que ce qui avait été présenté dans le cadre de ce projet, et notamment grâce au soutien depuis un an de l'OFB et de la FNR Corps au Luxembourg. Parce que 8 mois de projet, c'était quand même assez court pour l'ambition du projet et toutes les analyses que vous allez voir. Hop, est-ce que j'arrive à passer la diapo? Alors, je vais pas revenir sur le contexte hein, de la croissance exponentielle de l'éolien terrestre. Je pense qu'on est tous au clair là-dessus. Pareil sur les impacts, les grands types d'impacts sur la faune volante, voilà, qui sont très étudiés. On a d'un côté les mortalités, de l'autre les pertes d'habitat liées à différents facteurs. Mais ce qui est intéressant, je trouve, c'est de constater que quand on regarde les estimations de mortalité à l'échelle de pays, c'est que finalement, ces estimations, elles sont assez comparables à puissance installée égale, et que ces chiffres, ils semblent assez colossaux. On a des estimations avec des grandes fourchettes, hein, mais de plusieurs centaines de milliers d'individus, en général, selon les études. Et plusieurs études relativement récentes suggèrent même des conséquences non négligeables, des conséquences démographiques sur ces espèces. Donc là, si on prend l'exemple des chauves-souris, donc on est sur des espèces, pour ainsi dire, toutes protégées. Et les auteurs, généralement, montrent même que ça peut suffire à remettre en question la viabilité des populations, au moins localement. Alors, évidemment, la solution la plus efficace hein, qu'on connaît tous, d'après les nombreuses études sur le sujet, c'est d'éviter les zones trop favorables à cette biodiversité. Donc il existe pas mal de recommandations, en particulier chez les chauves-souris. On peut citer notamment les recommandations Eurobat, recommandations européennes, qui listent certaines, enfin tout un tas de solutions en fait pour mettre en pratique cet évitement, et qui sont même déclinées en France en français. On a aussi montré par ailleurs que ben, malheureusement, ces solutions d'évitement, elles sont plutôt mal mises en place.
voire pas du tout. Et que la plupart du temps, ce que mettent en place en fait les structures en charge des études, ce sont plutôt des mesures de réduction un peu en curatif, qui consistent notamment à brider les éoliennes, donc c'est-à-dire à les arrêter dans les conditions climatiques qui sont trop favorables aux chauves-souris et lorsque la production d'énergie est faible. Donc c'est ce qu'on appelle le bridage. Donc c'est vraiment de ça que je vais parler. Le principe du bridage que je vais appeler là, conventionnel, c'est d'arrêter généralement les éoliennes lorsque le vent est inférieur, on va dire, à 6-5 mètres secondes de vent. C'est les seuils qu'on retrouve en moyenne le plus en Europe. Et lorsque la température dépasse 9 à 11 degrés. Alors pourquoi ces seuils? Vous avez ici une figure qui vous montre en fait, vous avez l'histogramme en gris là, qui vous montre en fait la répartition de l'activité des chauves-souris en lien avec la vitesse de vent. Et on voit que si on s'amuse à arrêter les éoliennes en dessous de 5 ou 6 mètres secondes de vent, bah que finalement, c'est la zone orange, on va protéger une grande gamme en fait, de l'activité des chauves-souris, des rotations de pales. Et par ailleurs, vous avez à droite la production d'énergie avec différentes courbes pour différents modèles d'éoliennes. Et donc on voit que finalement, la zone orange dédiée à l'arrêt des éoliennes ne va pas faire perdre grand-chose en énergie. Donc l'idée étant de trouver ce juste milieu. Le problème de cette approche, c'est qu'elle a une efficacité très variable et qui va la plupart du temps nécessiter d'importantes pertes de production si on veut obtenir un très haut niveau de protection et de réduction des mortalités. Donc ça a été montré dans des études assez récentes. Néanmoins, on a deux autres types de bridage un peu plus sophistiqués qui existent. D'un côté, le bridage acoustique, qui est la même chose qu'un bridage conventionnel que je viens de vous présenter, mais en cumulant un critère de détection d'au moins un passage de chauve-souris dans la demi-heure qui précède l'instant auquel on s'intéresse. Et d'un autre côté, le bridage algorithmique multifactoriel, qui porte en fait une seule étude publiée par moi-même. Et cette étude, elle suggère une supériorité en fait des algorithmes de bridage par rapport aux techniques de bridage conventionnelles. Cependant, les modalités optimales de construction et d'usage de ces algorithmes, sur quelles données on les entraîne, comment est-ce qu'on les utilise concrètement sur le terrain, pour aller vers une phase opérationnelle, tout ça, ça restait un peu non étudié, quoi. Donc la grande question en fait de ce projet, c'est de savoir comment entraîner et utiliser ces algorithmes de sorte à optimiser leur efficacité pour le bridage des éoliennes visant à protéger les chiroptères. Et avec trois sous-questions. La première, d'évaluer s'il est nécessaire ou non d'inclure des données spécifiques au site qu'on vise à l'entraînement des algorithmes. Donc ça a des conséquences pratiques assez importantes parce que c'est ce qui va nous faire passer d'un algorithme, on va dire, un peu générique qu'on peut pré-entraîner par les chercheurs et qu'on pourrait appliquer partout les yeux fermés, à une situation où il faudrait qu'on calibre l'algorithme à chaque site, qu'on incorpore des données spécifiques au site avec les mêmes méthodes, etc. Donc beaucoup plus lourd à mettre en place. Ensuite, la deuxième sous-question serait d'évaluer en fait si l'algorithme doit être utilisé à partir de données météo en temps réel ou passé. Donc ça, pareil, ça a des conséquences pratiques colossales. C'est ce qui va nous faire passer d'une situation où on est obligé de faire dialoguer l'algorithme, enfin en tout cas de l'interfacer avec la nacelle en temps réel, versus on prend des données passées, on les infère dans le futur et on se débrouille comme ça. Et la dernière sous-question qui serait d'évaluer en fait la résolution taxonomique requise et en particulier et également de quelle façon doit être défini le seuil de bridage. Et je vais y revenir juste après. Alors en termes de méthode, on a donc récolté beaucoup de données acoustiques provenant de suivis post-construction réglementaires, donc des suivis acoustiques en nacelle des chauves-souris. Donc vous avez à droite la carte des 123 sites suivis. En moyenne, on a 235 nuits suivies par site. Donc vous voyez en fait sur la figure de gauche, chaque ligne comporte un site. Et vous avez finalement chaque pointillé
et le 1er janvier. Donc vous avez entre deux pointillés une année complète. Donc on voit qu'on a une couverture temporelle pour la plupart des sites assez colossale, ce qui nous permet d'arriver à plus de 25 000 nuits au total pour près de 100 000 détections de chauves-souris. Donc cette couverture temporelle, en fait, c'est un avantage énorme dans le sens où sur autant de sites et autant d'années et de couverture en nombre de jours par an suivis sur chaque site, ça va nous permettre d'accéder en fait à toutes les combinaisons possibles et imaginables de météo et d'entraîner des algorithmes vraiment de façon hyper fiable là-dessus. La deuxième étape, donc, ça a été de construire ces fameux algorithmes. Donc, on a construit un par guilde. Je reviendrai un peu plus tard pourquoi. Donc, les guildes, je ne reviens pas. Camille a déjà présenté ce que c'était. Les MRE, donc grosso modo les pipistrelles, et les LRE, les noctules, toutes deux à risque de collision assez fort. Et donc ces modèles, en fait, ils visent globalement à prédire la probabilité de présence de chiroptères dans des tranches horaires assez fines. Donc là, je vais prendre un exemple de tranche horaire de 10 à 20 minutes. Et le principe est de modéliser la présence ou l'absence de chauves-souris dans la tranche horaire suivante, en lien avec des facteurs environnementaux constatés à T0. Tout ceci afin de respecter la logique de bridage sur le terrain, à savoir que le plus souvent, évidemment, on constate une condition environnementale à un instant T et on va prendre la décision d'arrêter ensuite. Et parmi les variables environnementales influençant la présence-absence de chauves-souris, on va notamment retrouver la date, la température, le vent, les rotations par minute des éoliennes et l'interaction entre toutes ces variables. Je ne rentre pas trop dans le détail, le processus de sélection des modèles est un processus assez complexe et long, donc on pourra en discuter plus tard. Et on tient compte d'un effet année, matériel et site. Alors pour simuler en fait différents scénarios de bridage, le principe général il est le suivant. On va entraîner l'algorithme en fait sur tous les sites excepté un, sur lequel on va s'amuser à faire la prédiction du risque, de la probabilité de présence. Et ensuite, à partir de cette probabilité de présence prédite en fait sur chaque tranche horaire et chaque heure, chaque jour de ce site, on va s'amuser à simuler des arrêts fictifs de l'éolienne dans les données sur la base d'une probabilité de présence X ou Y, en prenant en fait différents niveaux de probabilité de présence tolérés, à partir desquels on considère qu'il va falloir arrêter l'éolienne. Et ça nous permet pour chaque site de quantifier, et pour chaque niveau de probabilité de présence prédite comme seuil de bridage, ça va nous permettre de quantifier à chaque fois l'activité des chauves-souris protégées par les arêtes pâles et l'énergie perdue également. Voilà. Et on va répéter ça pour autant de sites qu'on le peut. Donc ici, 93 sites pour lesquels on dispose d'assez de données pour mettre en place ce principe général. Ça nous donne 93 résultats finalement, fois le nombre de seuils de probabilité de présence qu'on inclut. Et ça nous permet en fait de moyenner de façon plus ou moins sophistiquée la protection et la perte d'énergie sur ces 93 sites pour avoir une vision un petit peu générale. Et on va décliner ce principe général selon différents scénarios. Ça revient un peu aux sous-questions que je présentais tout à l'heure. Soit on inclut ou pas des données spécifiques au site à l'entraînement des modèles. Ensuite, soit on va définir la probabilité seuil de bridage de façon nationale, ou alors nationale déclinée par saison, ou alors déclinée par site. Ensuite, soit on va prendre une décision de bridage guilde par guilde, ou les deux combinés, et soit on va faire tourner l'algorithme sur la base de la météo en temps réel, ou alors de la météo passée, en inférant dans le futur. Alors le résultat un peu général, il est le suivant. Ici, vous avez en fait des courbes d'efficacité du bridage. Vous avez la relation en fait entre l'activité protégée par le bridage et la perte de rotation générée par le bridage.
Les graphiques du haut s'occupent de la guilde des pipistrelles et les graphiques du bas de la guilde des espèces de haut vol, les noctules. À gauche, vous avez le scénario dans lequel on inclut des données spécifiques au site, et à droite, sans inclure de données spécifiques au site à l'entraînement des modèles. Et les différentes couleurs, c'est en fait les trois façons de régler le seuil de bridage. Soit on le règle de façon nationale, c'est en rouge, soit de façon nationale déclinée par saison, c'est en vert, soit on le décline par site, c'est en bleu. Tout ça, c'est un peu compliqué, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, tous les scénarios sont très proches, si on caricature un peu, et en particulier que la méthode d'entraînement des algorithmes la plus simple, donc c'est-à-dire qui ne nécessite pas d'inclure des données spécifiques au site à l'entraînement des modèles et qui utilise un seuil de bridage un peu universel national, bah, cette façon de faire-là, elle produit au moins d'aussi bons résultats, si ce n'est mieux, que les autres méthodes. Donc ça a des conséquences pratiques vraiment non négligeables, parce que ça facilite complètement le transfert de l'outil sur le terrain. Et ce résultat un peu général, là en fait je vous parlais de l'efficacité d'un point de vue vraiment très général, mais on peut aussi aller chercher des niveaux de protection bien spécifiques. On peut prendre par exemple les niveaux de protection de 90% et de 95%, et puis s'amuser à regarder ce que ça génère comme perte d'énergie. Et ce qu'on constate, c'est que par exemple, si on souhaite protéger 90% de l'activité de ces deux guildes-là, les pertes d'énergie annuelles sous-jacentes seraient de 7,6% pour les noctules et 5,2% pour les espèces de pipistrelles. Et on sait aussi qu'on peut retrancher 35% de ces pertes si on limite le bridage à la période principale d'activité des chauves-souris, à savoir avril-novembre, sans modifier par ailleurs la protection globale. Ce qui nous ferait basculer, en fait, dans tous les cas, en dessous de 5% de perte d'énergie. Alors, donc là, je vais vous présenter des résultats un peu guilde par guilde. Donc, c'était important d'entraîner les modèles guilde par guilde parce qu'en fait, ils réagissent pas du tout de la même façon aux facteurs météo. Donc, on gagne en puissance, en fait, à entraîner séparément. Maintenant, je me suis posé la question de si on combine les guildes, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on va perdre beaucoup plus d'énergie et est-ce que finalement, tout en sachant que on doit protéger les deux guildes, finalement. Et donc là, la règle de bridage, elle est la suivante, c'est on fait comme si on allait brider guilde par guilde, mais on met en place le bridage dès lors que l'une des deux est considérée à risque. Et le résultat, il est super intéressant parce qu'il montre que on ne perd pas plus d'énergie que le maximum qu'on perd pour une des deux guildes. Donc ça, c'est une super nouvelle parce que on s'attend voilà, à un outil plutôt acceptable quoi, en termes de perte d'énergie. Ensuite, quand on regarde les différentes façons d'entraîner les modèles, soit d'utiliser les modèles, soit sur la base de météo en temps réel, soit de météo passée. Pardon, Ouais. excuse-moi. J'arrive au bout du temps? C'est juste qu'il n'y a plus beaucoup de temps, en fait. Tu as déjà dépassé. Ouais, ça marche. Ok. Bon, Désolée. je termine et il doit me rester 1 ou 2 minutes là. Désolé, c'est un peu dense. Donc là, le résultat au sujet des types de météo, en fait, il nous dit que il vaut mieux utiliser l'algorithme sur la base de météo en temps réel. Donc ça, c'est pas une très très bonne nouvelle parce que c'est la solution la plus complexe à mettre en œuvre. Ça nécessite d'interfacer les algorithmes en temps réel, donc ce qui suppose des solutions techniques plus complexes. Donc les enseignements généraux, c'est que déjà une recommandation pratique sur la façon d'entraîner, d'utiliser les algos, des éléments qui n'ont jamais été étudiés finalement jusqu'ici. Elle bouscule aussi un peu les idées reçues sur la nécessité de calibrer ou non le bridage au site qu'on vise. Et les résultats sont globalement quand même encourageants pour un transfert en outil de terrain. Alors, le cadre simulatif, en fait, bien qu'il soit sur des données empiriques, ça reste quand même moins convaincant pour les parties prenantes qu'un test terrain qui implémente l'algorithme. Et donc, on va justement mettre en place, avec le soutien de l'algorithme, un test terrain en 2027-2026. Et les 4 grands messages clés, je finis là-dessus, c'est que d'une part, les algorithmes ils semblent capables de très haut niveau de protection des chauves-souris
tout en engendrant des pertes énergétiques a priori convenables. Parmi l'éventail des possibles utilisations, la plus simple à mettre en place est au moins aussi efficace que les plus complexes. Les algorithmes devront, comme je le disais, être utilisés plutôt avec une météo en temps réel, incitant à un dialogue permanent avec la station en nacelle. Donc, ce qui sous-entend finalement de construire une solution technique avec les turbiniers et ingénieurs SCADA pour interfacer l'algorithme. Voilà, désolé d'avoir dépassé. J'avais pas vraiment répété le diaporama. Il n'y a pas de souci. Désolée d'avoir dû intervenir un petit peu. Je te remercie pour ta présentation. On va pouvoir passer au dernier projet maintenant et ensuite on aura encore une fois une petite session de questions-réponses durant une petite vingtaine de minutes. Donc gardez bien vos questions au chaud pour après le dernier projet qui est EOLRAP. Bonjour à tous. Et Alexandre, on va faire la présentation à deux voix pour ce projet EOLRAP, Alexandre et moi-même, qui est un projet qui a été mené en collaboration entre différents acteurs, dont Aix-Marseille Université, Engie et l'Université de Groningen aux Pays-Bas. Et le projet fait suite aux travaux de thèse de Tonio Schaub, donc qui a fait son postdoc sur ce projet. Tonio est malheureusement passé à d'autres activités entre-temps, donc il n'est pas là pour présenter lui-même ses travaux, mais on le représente et l'autre partenaire, Raymond de l'Université de Groningen. Donc le projet s'intéresse, lui, au risque de collision entre les éoliennes et les rapaces. Les travaux de thèse de Tonio portaient sur l'interprétation de données de comportement de vol qui avaient été collectées via des traceurs GPS dont avaient été équipés un certain nombre d'individus de 6 espèces de rapaces. Et je pense que tu peux passer la suivante pour avancer. Ouais. Ah, oui. Et donc dans le projet EOLRAP, on a abordé deux sujets un peu complémentaires, mais qui s'inscrivent dans un panel d'outils disponibles aux opérateurs éoliens pour essayer de éviter, réduire le risque de collision. Tous ces outils sont plus ou moins adaptés selon les cas particuliers et on connaît plus ou moins bien leur efficacité réelle sur les populations. Mais ce qu'on voulait, c'était apporter une contribution potentiellement des nouveaux outils ou améliorer des outils déjà existants. Et ceux auxquels s'intéresse EOLRAP, c'est d'une part la planification spatiale, donc où est-ce qu'on choisit de mettre les éoliennes, et le dimensionnement, c'est-à-dire quel modèle d'éolienne on choisit d'installer dans son parc. Et je vais vous présenter cette partie-là, et puis Alexandre vous présentera ensuite la deuxième partie du projet qui s'intéressait à comment est-ce qu'on peut améliorer l'utilisation du bridage prédictif pour diminuer le risque de collision. Et donc, pour ce qui est de la planification des parcs, donc, dans sa thèse, Tonio avait modélisé les profils de vol des différentes espèces qu'il avait étudiées, et notamment pour savoir quand et combien de temps chaque espèce passait à hauteur à risque, donc à hauteur de rotor. Et à partir de ces données-là, on a développé un outil qui s'appuie sur un calcul de risque de collision basé sur le band model et qui calcule
le risque de collision en fonction du profil de vol et de la dimension de l'éolienne qu'on modélise. Donc, dans ce module, on renseigne l'espèce, l'outil charge en fonction de l'espèce qu'on a sélectionné, le profil de vol. On renseigne des informations sur le modèle d'éolienne et ses dimensions. Et ensuite, il calcule pour différents scénarios l'évolution du risque de collision selon le scénario. Et il y a un deuxième module dans l'outil qui, lui, ne regarde pas forcément le risque selon la hauteur de vol, mais plutôt selon la distance entre l'éolienne et le nid. Alors, je n'ai pas précisé, mais le périmètre des données qu'on a utilisées, c'est sur les sites de reproduction et pendant la période de reproduction. Pardon? Non, ok. Donc, le périmètre des données qu'on utilise, c'est sur les sites de reproduction et pendant la période de reproduction. On ne couvre pas la migration ou l'hivernage dans cette étude. Et donc, le deuxième module consiste à indiquer les emplacements. En fait, ça coupe pas mal. Ah, vous m'entendez pas bien? Si, moi j'entends bien. En Bah fait, ouais, je moi pense aussi, que c'est j'entends très peut-être. bien, ouais. Ah, ok. Je continue. Ok, d'accord. Donc, le module consiste à renseigner les Et voilà, emplacements peut-être essayer de connus des couper ta sites. caméra pour améliorer le. Mais on entend très bien. Ah, ça vient de nous. D'accord, bah, pas de souci. Ok. Désolée. Donc, on renseigne l'emplacement des nids, on renseigne l'emplacement prévisionnel des turbines, et encore une fois, on compare différents scénarios entre eux pour voir, selon les emplacements choisis, comment évolue le risque de collision. Et donc, une illustration de ce à quoi ressemble l'outil. Vous avez à gauche le rappel des informations qui ont été saisies en entrée, et sur le panneau de droite, vous avez le résultat d'un certain nombre de calculs, dont le rappel sur la première ligne, le rappel des emplacements respectifs des nids et des éoliennes. Sur les deux lignes suivantes, le rappel des profils de hauteur de vol selon la distance au nid qui ont été utilisés pour faire le calcul par scénario et en distinguant mâle et femelle. Et sur la dernière ligne de résultat, vous avez donc le comparatif entre les différents scénarios du risque de collision. Donc, l'usage, l'intention derrière cet outil, c'est de permettre un peu de tester pour un développeur différentes options, toute autre chose étant égale par ailleurs, pour choisir soit les modèles d'éoliennes, soit les emplacements qui diminuent au maximum le risque de collision, et donc tenir compte de ce risque dès la conception du parc. Et je laisse la parole à Alexandre pour la suite. Merci Caroline. Donc, je vais vous parler de la deuxième partie du projet EolRap qui visait à évaluer le potentiel du bridage prédictif pour réduire le risque de collision aviaire, et en particulier le risque de collision avec le Milan Royal. Donc le bridage prédictif, hein, c'est l'idée d'arrêter les éoliennes dans des conditions prédéfinies, des conditions qui favorisent le vol des oiseaux, le vol des rapaces à une hauteur qui les met à risque de collision avec les pales du rotor. Donc ces conditions environnementales au sens large sont typiquement la saison, hein, le jour dans l'année. Les oiseaux ne vont pas voler autant de temps en fonction de la saison et en fonction de l'heure de la journée. De même, leur temps passé en vol et leur temps passé en vol en particulier à hauteur de rotor, donc dans la zone à risque de collision, peut varier en fonction de la vitesse du vent, de la température, des précipitations et du niveau d'ensoleillement qui va notamment générer de l'énergie convective qui leur permet de prendre de l'altitude.
Donc ce bridage prédictif, hein, vous avez vu l'exemple avec Kevin lors de l'exposé précédent, c'est quelque chose qui a été pas mal testé chez les chauves-souris et qui montre une réduction significative des collisions avec une perte de production d'énergie, alors minime, en tout cas, qui permet d'envisager cette mise en place dans des parcs existants. Donc ça a été relativement bien étudié et c'est encore étudié sur les chauves-souris. Par contre, chez les oiseaux, on a une vision beaucoup plus floue du potentiel de cette méthode. Et donc, notre objectif dans HeroLab, c'était d'évaluer les coûts et les bénéfices. Hein, donc, les bénéfices en termes de réduction du risque de collision et les coûts en termes de réduction de la production d'énergie éolienne. Donc, notre approche dans HeroLab a été, comme Caroline vient de vous le montrer, a été basée sur le comportement de vol des oiseaux. Hein, donc, on a 3 compartiments dans cette approche. On a un compartiment qui est basé sur le comportement de vol des oiseaux et du Mûlin royal en particulier, à partir de données de télémétrie GPS. Et on utilise comme proxy du risque de collision du Mûlin royal sa probabilité de voler à hauteur du rotor, donc dans la zone balayée par les pales. Le deuxième compartiment de cette approche, c'est les données de production d'énergie, évidemment. Hein, on n'a qu'une partie de l'histoire. Si on s'intéresse à la réduction du risque de collision, il faut évidemment contrebalancer ces bénéfices avec les coûts imposés sur la production d'énergie. Donc, on a obtenu des données SCADA à partir d'une centrale éolienne. Et puis, le troisième compartiment, ce sont l'évaluation des variables prédictives. Et donc là, on a volontairement fait une sélection de variables prédictives extrêmement simples, des données qui sont prises en direct par toutes les éoliennes installées. Donc on a simplement un éphéméride, c'est-à-dire l'heure dans la journée et le jour dans l'année, ainsi que la vitesse du vent. Donc l'objectif de cette approche, c'est d'identifier des stratégies de bridage qui permettent de réduire le risque de collision et d'évaluer les conséquences de cette diminution du risque de collision sur la production d'énergie éolienne. Notre cas d'étude s'est focalisé donc sur le Mûlin royal dans la région Grand Est. On a équipé près d'une trentaine d'oiseaux reproducteurs de GPS et on a collecté des données de télémétrie à haute résolution, à haute fréquence, qui permet d'avoir notamment une précision diabolique en termes de hauteur de vol, un élément clé évidemment du risque de collision. Donc cette étude, elle s'est focalisée sur la période de reproduction, sur le Mûlin royal, donc entre mars et août dans la région Grand Est, en collaboration avec la LPO Champagne-Ardenne, la LPO Alsace, NJ Green et CNR de côté porteur de projets éoliens. Donc quels sont les résultats de cette approche? On a d'abord donc modélisé l'effet des prédicteurs sur le risque de collision du Mûlin royal. Donc sur la ligne du haut, vous avez les femelles de Mûlin royal et le comportement de vol des femelles, et en bas le comportement de vol des mâles. En ordonnée, vous avez la probabilité de vol à hauteur du rotor, c'est-à-dire la probabilité de voler dans la zone à risque de collision. Donc vous voyez que ça varie de manière significative en fonction du jour de l'année, notamment chez les femelles, qui volent beaucoup moins pendant la période d'incubation, alors qu'on a quelque chose de plus constant pour les mâles. Et puis pour les deux sexes, on a une diminution de l'activité, en tout cas de la probabilité de voler dans la zone à risque de collision en fin de saison de reproduction, après que les jeunes se soient envolés. On a un effet aussi très fort de l'heure relative de la journée. C'est quoi l'heure relative? 0, c'est le lever du soleil, 1, c'est le coucher du soleil. Donc évidemment, on a affaire à un voilier de grande taille qui profite des ascendances thermiques créées par l'énergie convective. Donc on a un pic de vol à hauteur des rotors, grosso modo en milieu de journée, et ça on l'observe pour les mâles comme pour les femelles. Et puis l'effet du vent, en dernier, on a un effet négatif du vent. Plus le vent est fort et moins les oiseaux vont passer de temps dans la zone à risque de collision. On a combiné donc ces données de risque de collision avec les données de production d'énergie éolienne tirées des données SCADA d'une centrale éolienne basée en Haute-Marne. On a un peu plus de 4 ans de données sur 13 turbines de 2,05 MW. Et on a simulé, on a étudié plus de 250 000 régimes potentiels de bridage en fonction des différentes conditions, donc en mettant en interaction la date dans l'année, la vitesse du vent et la puissance de production. Et on considère que la puissance produite et le risque de collision sont à zéro quand les éoliennes sont effectivement arrêtées.
Donc, qu'est-ce que ça donne? Ici, vous avez en ordonnée le réduction de la production d'énergie, donc les coûts associés à cette approche, à cette méthode, et puis en abscisse, le réduction du risque de collision, donc de 0 à 100% dans les deux cas, et c'est-à-dire donc la réduction du risque de collision, évidemment, ce sont les bénéfices de la méthode. Donc, qu'est-ce qu'on observe? On observe une réduction du risque de collision de 50%, qui est associée à une perte de 5% de production d'énergie quand on a un système de bridage prédictif qui bride l'éolienne du 1er mars au 8 août en milieu de journée, donc entre 0,25 et 0,85, et pour des vitesses de vent inférieures à 6 mètres secondes. Si on veut des niveaux de protection plus élevés, évidemment, ça engendre des pertes de production beaucoup plus importantes, hein. On monte à près de 20% pour une réduction du risque de collision de 80%, avec différents critères sur nos trois variables environnementales. Et puis, un niveau de protection de 100% qui est associé à une perte d'énergie de 100%. Donc, de 60%, pardon. Cette réduction de la production d'énergie, ici, elle est calculée sur la saison de reproduction entre mars et août. On peut refaire ce calcul si on se focalise sur des populations migratrices de Milan-Royal. On peut refaire ce calcul rapporté à l'année, donc avec un bridage qui n'aurait lieu que pendant la période entre mars et août, et on obtient donc des niveaux de perte de production qui sont déjà un peu plus intéressants, réduction de risque de collision de 50% associée à une perte d'énergie de un petit peu plus de 2%. Voilà, donc les messages clés de notre projet, deux types de messages clés. Le premier associé à l'application que vous a montré Caroline, Win4Birds, hein, qui est donc un outil interactif qui est mis à disposition de la communauté en libre accès pour une aide à la décision sur le micro-siting, c'est-à-dire quand on a choisi un site, voilà, où placer les éoliennes au sein de ce site pour minimiser le risque de collision et avec quelle dimension et notamment quel garde au sol, un élément clé, hein, comme pour les chauves-souris. Et puis, deuxième type de message clé relatif au bridage prédictif. Alors, on a bien conscience qu'avec ces pertes de production d'énergie, on n'est pas sur une approche, une mise en place de manière systématique, mais on est bien dans un outil qui peut être une alternative intéressante dans le cas de bridage réglementaire sur un parc ou sur certaines éoliennes suite à des collisions répétées. Cette approche, elle peut être aussi considérée comme une alternative au bridage sur demande. Un bridage sur demande, c'est l'arrêt d'éoliennes suite à des détections d'une espèce en particulier à partir de caméras ou de radars, et dont on sait encore finalement assez peu le rapport coût-bénéfice comme on l'a testé ici pour le bridage prédictif. Et il y a notamment un aspect important en termes on sait assez peu ce que ça donne en termes de réduction d'énergie, et on a aussi un risque d'usure des machines avec des arrêts très fréquents, ce qu'on n'a pas avec du bridage prédictif. Et puis le dernier message clé de notre projet, c'est un avantage de ce bridage prédictif, c'est que ça a un potentiel effet de parapluie pour de nombreuses autres espèces d'oiseaux. J'ai ici mentionné deux exemples, circadet Jean Leblanc ou Busard-Cendré, qui eux aussi probablement auraient un niveau de protection très important avec un bridage de ce type. Donc avec du bridage prédictif, on ne protège pas une seule espèce, mais bien un ensemble d'espèces qui vont effectivement avoir un vol à risque de collision plus important dans les conditions qu'on a évoquées sur le Milan-Royal. Voilà, merci pour votre écoute. Merci beaucoup Caroline, merci beaucoup Alexandre pour la dernière présentation de ce projet. Maintenant, on va pouvoir passer à notre dernière session de questions-réponses. Donc, je rappelle pour les participants qui sont arrivés en cours de route, vous pouvez utiliser l'option lever la main sur Teams pour pouvoir prendre la parole et on vous annoncera. Voilà, pour vos questions. Alors, nous avons une question de Anaëlle Ouvert pour commencer. Oui, bonjour, merci beaucoup pour cette présentation. Moi, j'avais une question relative à la question du risque, la façon dont le risque collision était considéré. Pour être sûr d'avoir bien compris, c'est bien la hauteur de vol par rapport à une hauteur de rotor qui était considérée comme une situation à risque.
Et je voulais savoir si le comportement du rapace par rapport à une éolienne, parce qu'effectivement, il y a eu des données GPS, est-ce que l'analyse du comportement de vol face à un parc éolien, qu'il aurait traversé ou passé au-dessus à côté, était prise en compte sur cette notion de risque, ou finalement le seul fait qu'il ait un vol à hauteur de rotor est considéré comme un risque à 100%, quoi. Je ne sais pas si ma question est très claire. Ouais, alors c'est une probabilité, c'est un indice du risque de collision qui est effectivement basé sur la proportion de temps passé en vol dans la zone balayée par les rotors. Donc, on fait l'hypothèse que plus ils passent de temps dans ce type de hauteur, et plus ils sont à risque de collision. Mais il n'y a pas de notion de 0% Ok. ou 100%. C'est le temps D'accord. passé à hauteur Voilà. de... C'est ça. Non, c'était plus, est-ce que dans le cadre de cette étude, il y avait eu aussi, enfin, ces rapaces ont traversé des parcs éoliens ou pas? Et est-ce Alors, qu'il y avait eu aussi une analyse de leur comportement par rapport à ces parcs-là? Alors effectivement, des oiseaux ont été observés traverser des parcs éoliens. Pour analyser leur comportement en réaction à des éoliennes, il faut que l'oiseau soit effectivement en collection haute fréquence, donc avec un point toutes les 3 secondes ou toutes les secondes. On est dans une région où, pour l'instant, le Milan Royal a été utilisé justement pour... Enfin, il y a eu une politique d'évitement des sites de reproduction de Milan Royal pour le déploiement des éoliennes. Donc, on a au final, finalement, assez peu de cas de figure où on a de la collecte à haute résolution avec un oiseau qui traverse à proximité immédiate d'une éolienne. On en a, hein, mais on en a assez peu et suffisamment peu, en fait, pour qu'on n'ait pas fait cette D'accord. analyse-là. Ok. Bien, bah, merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous avons une question maintenant de Magali Artignan. N'hésitez pas à vous présenter. Oui, bonjour, Magali Artignan de Boralex. J'ai une question pour Kevin Barré. Qu'est-ce que vous pensez de l'algorithme Probat de René Batz et quelle est la différence finalement entre l'algorithme que vous développez et cet algorithme-là? Vaste débat. Alors, Probat, donc allemand, hein, je pense que vous parlez bien issu du programme Renébat en Allemagne. Tout à fait, oui. En fait, c'est un algorithme qui est relativement similaire sur le principe, excepté que eux n'incluent pas d'interaction entre variables typiquement. Or, pour je sais pas, pour un effet d'une certaine vitesse de vent, par exemple, cet effet-là, par exemple, va pas être le même selon s'il pleut ou pas. Donc l'interaction entre les variables est quand même assez importante. Probat fonctionne d'une façon un peu différente. On n'est pas sur du temps réel. On est sur une prédiction en amont des seuils de vent et température requis. Et en fait, on est dans cette méthode un peu que je décrivais dans ma présentation, où je confrontais en fait un usage en temps réel sur la base de météo en temps réel ou alors de météo passée. Et ce que semblent montrer mes simulations, c'est que ça fonctionne beaucoup moins bien en prenant une météo passée. Ce qui est complètement logique, hein, parce qu'en fait, on infère dans le futur quelque chose de passé. Donc on fait une hypothèse très forte qui va se passer la même chose que ce qui s'est passé en moyenne dans le futur à une heure et une date donnée. Donc on a un cumul d'incertitudes. Voilà. Et Probat, alors après, voilà, je pense que je peux pas totalement m'exprimer sur le sujet. Il n'y a pas trop de publications qui démontrent l'efficacité. En fait, l'outil garantit une efficacité donnée de réduction de limiter l'impact, je sais plus à combien, de cadavres par éolienne par saison. Maintenant, ce chiffre-là, il nous dit pas grand-chose, quoi. Là, quand on regarde les estimations du programme Apocop, les estimations nationales en moyenne par éolienne en termes de chauves-souris, je sais plus à combien on est, mais peut-être que Christian pourra confirmer. Mais je crois qu'on est autour de entre 6 et 8 cadavres par éolienne par an, en moyenne à l'échelle nationale. Du coup, garantir pas plus que 2 cadavres par éolienne par saison, ben ça pose un peu question sur le pourcentage d'efficacité, quoi. De combien on réduit la mortalité avec Probat, honnêtement, je sais pas quoi. Peut-être de pas beaucoup, je sais pas.
Ok. Merci pour votre réponse. Merci beaucoup Magali. À présent, nous avons une question de Amélie Cligné. Oui, bonjour. Donc Amélie Clignet du cabinet de conseil Crocus Expertise. J'ai une question pour Alexandre Millon. D'abord, bravo pour le travail réalisé, puisque c'est vrai que beaucoup de SDA sont prescrits, surtout en région Grand Est, uniquement pour le Milan Royal. Donc là, ça nous donne une autre possibilité de réduire les risques de collision pour cette espèce. Et j'avais une question, est-ce que vous allez poursuivre par rapport aux données GPS acquises en période de migration? On aimerait bien. Effectivement, ça serait extrêmement pertinent de répliquer cette approche sur la période de migration. De la même manière, effectivement, j'avais mentionné l'effet parapluie pour d'autres espèces, mais il y a aussi cet aspect-là qui serait intéressant de creuser. Et très honnêtement, actuellement, on n'a pas les financements pour. La réponse est la réponse courte, c'est Ok. ça. Parce qu'il y a beaucoup de collisions liées à la période de migration. Ouais, tout à fait. Donc, savoir sur quel pattern elle se déclenche, ça pourrait être Tout à fait, salvateur tout à pour fait. Il y a clairement un les guidages. potentiel pour faire cette même analyse sur cette période. Ouais. L'idée là, c'était de faire voilà, d'évaluer, d'identifier une méthode qui fonctionne, qui évalue proprement les coûts aussi en termes de perte d'énergie. Donc voilà, je pense que ça fonctionne. Reste à l'appliquer à d'autres espèces et à d'autres périodes clés comme la période de migration. Ok, merci. Je fais un appel du pied. C'est ça s'est vu? Merci beaucoup. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions en plus? Non. Moi, j'aurais une petite question pour Kevin. Est-ce que vous savez si dans certains cas ou certains contextes, un bridage plus classique serait suffisant, voire plus performant que votre approche? Oui, c'est une bonne question. Bah, c'est vrai que dans ma présentation, j'ai pas souhaité aborder la comparaison avec le bridage conventionnel pour des raisons de temps notamment. J'ai fait ces comparaisons-là. Et ce que ça dit globalement, c'est un peu ce que j'ai dans le chat, c'est que en restant sur l'exemple de 90% de protection au global de l'activité nationale, un bridage conventionnel en fait devrait s'élever alors j'ai plus les chiffres exacts en tête, mais devrait s'élever normalement au-dessus de 7 mètres secondes de vent comme critère pour atteindre la même efficacité. Je crois qu'en moyenne, il fallait un 7,7. Par contre, on aura systématiquement en fait en moyenne une perte d'énergie qui sera de 15% supplémentaire. Donc on peut atteindre un même niveau d'efficacité avec du bridage conventionnel, mais au coût de perdre plus d'énergie. Et d'ailleurs, cette simulation-là, elle est assez intéressante parce que c'est vrai que on se vante souvent dans les études de protéger 90% de l'activité, en tout cas c'est l'objectif qui est avancé sur la base de données plus ou moins robustes, souvent une seule année de suivi sur un seul site dans l'étude d'impact. Et en fait, quand on y regarde de plus près, moi enfin, voilà, j'ai des données qui sont quand même assez robustes sur une large couverture, beaucoup de sites. Ben, la réponse, elle est un peu tout autre, quoi. C'est que pour protéger 90% de l'activité, il faut plutôt monter à 7,5 mètres secondes. Et or, dans les études, on voit plutôt rarement ce type de seuil-là, quoi. Et surtout, ce qui est étonnant, c'est la perte énergétique qui est associée à ça. Parce que pour protéger 90% de l'activité avec des seuils de vent et de température, on bascule systématiquement au-dessus d'une perte de 5%. Et ça m'étonne beaucoup. Parce que j'ai du mal à penser que les constructeurs d'éoliennes en fait acceptent ça. Et donc nécessairement les pertes doivent être, enfin les pertes acceptables doivent être plus basses que ça. Donc on ne doit pas pouvoir protéger 90% des chauves-souris, c'est pas possible. D'accord, merci beaucoup Kevin. D'autres questions peut-être, ou même des questions relatives aux deux premiers projets? Est-ce que je peux poser une question, moi? Oui, oui, tout à fait.
Alors, ça a un peu baissé le nombre de participants. Tout à l'heure, on était à 166, mais il y a encore quand même beaucoup de monde, presque 140. Il y a des porteurs de projets, il y a des gestionnaires de centrales éoliennes. C'est quoi un pourcentage de perte de production d'énergie à l'échelle annuelle acceptable pour un projet, pour une centrale? Est-ce que ça varie beaucoup d'une centrale à une autre? Enfin voilà, est-ce que certaines personnes peuvent nous apporter des éléments sur cet aspect? Parce que là, Kevin parlait de 5%, mais est-ce que 5% c'est acceptable? Ou est-ce que ça met déjà en péril l'équilibre économique de la centrale? Enfin, voilà. C'est des infos qu'on n'a pas ou qui sont parfois qui semblent contradictoires. Secret industriel, personne veut annoncer son chiffre. Anaëlle Houbert, pardon. Vous avez peut-être une réponse? Oui, Ouvernel, JP Énergie Environnement, en fait, je dirais que ça dépend. Voilà, moi, je suis dans le pôle environ, hein, pas dans la partie forcément exploitation, mais ce que je vois, c'est que ça dépend aussi beaucoup du productif de départ. Donc, ça va dépendre des projets, du niveau de vent. Donc, forcément, plus le productible est important, plus on va pouvoir absorber des pertes de bridage plus conséquentes. Mais aujourd'hui, en développement, on a des projets qu'on dépose qui atteignent, oui, entre 5 et 10% de pertes pour les bridages chauves-souris, parce que ce qui va beaucoup, et pareil, ça dépend vraiment des situations, c'est-à-dire qu'on a des sites où effectivement les chauves-souris volent très peu au-dessus de 7 mètres secondes, et certains sites où ça atteint des vitesses de vent beaucoup plus importantes. Donc là, voilà, nous on vise le 90 dans tous les cas en développement, donc là on est obligé de monter. Donc on peut atteindre, voilà, j'ai déjà vu des plus de 10% de pertes, mais ça va vraiment dépendre du productible sur le site, quoi. Donc il n'y a pas vraiment, enfin en tout cas, moi je vois pas de chiffre au-dessus duquel ce serait impossible et en dessous duquel ce serait possible, quoi. Ça va vraiment dépendre, c'est un peu au cas par cas. D'accord, je vois que Jean-Philippe Blin souhaiterait intervenir. Oui, bonjour, Jean-Philippe Blin, Exus France, donc développeur exploitant de parcs éoliens et solaires. Je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit, ça dépend beaucoup des projets. Je voudrais aussi rajouter que ça dépend aussi beaucoup des autres contraintes qu'on peut avoir, puisque les Kiro et la protection des Kiro sont une des contraintes impactant, du coup, enfin créant des bridages. Et on peut avoir d'autres demandes de bridage de la part de l'administration ou du gestionnaire de réseau. Et la problématique vient pas que d'un seul bridage Kiro, c'est l'empilement de toutes ces contraintes qui fait qu'à un moment donné, les projets vont plus être économiques. Et donc, effectivement, il y a un vrai objet alors, qui va dépendre des projets, de leur localisation, du productible initial, de la distance au grid, des choses comme ça. Mais effectivement, ça devient, je pense, de plus en plus compliqué d'avoir des bridages énormes. Il y a sur la région Centre-Val de Loire, il me semble qu'on avait des demandes de bridage Kiro qui amenaient 15% de perte de production. Et ça devenait juste ingérable, en fait, et pas finançable d'avoir ce genre de bridage. Donc, on parlait de seuil où c'est plus acceptable. Effectivement, je pense que si on peut avoir un total déjà de bridage inférieur à 10%, ça serait déjà très très bien. Au-delà, ça commence à être compliqué. Et donc, encore une fois, il n'y a pas que les Kiro, et c'est bien le problème. On a de plus en plus de problématiques avec des prix négatifs, des choses comme ça, ou des contraintes réseau de tension qui impactent aussi l'économie du parc. Donc, voilà. Mais après, je salue dans tous les cas les travaux effectués et qui vont, je pense, complètement dans le bon sens, qui est la protection de l'environnement et de la biodiversité, hein, ce qui est aussi un des objectifs des développeurs exploitants. On n'est pas là que pour produire de l'électricité, on est aussi là pour protéger l'environnement. Merci beaucoup Jean-Philippe pour votre intervention.
Est-ce qu'il y aurait de dernières questions? Apparemment pas, donc on va pouvoir se diriger tranquillement vers la clôture de ce webinaire. Juste, est-ce que du côté Mirova, Eva, ou du côté de la FRB, vous auriez quelque chose à ajouter? Non plus, d'accord. Alors, juste, je vais passer à quelques informations pratiques. Si je peux ajouter un mot, c'est merci. Oui, oui. Merci aux 4 équipes de chercheurs qui ont travaillé sur ces questions. Et la dernière question, elle est assez intéressante. C'est vrai que pour nous, un des grands enseignements, et une frustration, je dirais, c'est qu'aujourd'hui, on a encore le monde de la recherche. C'est difficile, en fait, de mobiliser des chercheurs sur ces questions qui visent à améliorer les projets, améliorer la façon dont on conçoit les projets, améliorer la capacité des opérateurs à opérer des projets d'énergie renouvelable qui ont un impact clairement positif sur la biodiversité par leur contribution à la lutte contre le changement climatique et qui pour autant ne doivent pas générer des impacts négatifs sur la biodiversité. Donc moi, mon grand message, c'est merci infiniment aux équipes de chercheurs qui acceptent de travailler sur ces questions, soit pour mieux documenter, soit pour essayer de chercher de mieux concevoir des solutions en concertation avec la filière et puis les associations de protection de l'environnement, parce que je pense que c'est cette approche multipartie et intrinsèquement collaborative qui va nous permettre demain de continuer à développer des projets qui nous permettent globalement de répondre aux challenges environnementaux qui sont les nôtres, tant en matière de lutte contre le changement climatique que de protection de la biodiversité. Donc, merci infiniment. On ne t'entend plus, Aurélie. Non, mais je vais finir par y penser de mettre le microphone. Non, je disais merci beaucoup, Eva, pour ce dernier mot de ta part. Et Claire voulait rajouter quelque chose aussi, Claire Salomon. Ouais, on a un écho. Ça y est, je crois. Ça y est, c'est bon. Ouais, c'est réglé, ouais. Bonjour à tous. Je suis bien contente de mettre un visage sur la plupart des chercheurs que j'ai suivis depuis quelques années. Pourquoi je me suis merci beaucoup à tous pour vos travaux très intéressants. Merci à l'équipe de la FRB aussi, et notamment à Aurélie qui nous a rejoint au sein de l'équipe pour travailler sur ce programme-là en particulier et sur la plupart des rapports qui sont désormais accessibles sur le site internet de la FRB. Et également, c'est un gros programme assez neuf pour la FRB sur le format, sur le type de relation qu'on a dû mettre en place, co-construire. Je pense notamment du coup à Eva. On a travaillé depuis 4 ans, comme tu l'as précisé au début dans ton intervention. 4 ans de nombreux échanges, de nombreuses rencontres, de nombreuses discussions pour construire un appel à projet, pour travailler sur les questions qui ont été abordées tout au long de ces 4 années. Un fort soutien de Mirova. Merci beaucoup à Eva et à l'ensemble de ton équipe. On a pu rencontrer Thomas Bonisso pendant quelques mois d'absence. Je pense aussi à Jean-François Sylvain, qui était l'ancien président de la FRB et qui a travaillé sur le premier rapport sur les impacts de l'éolien sur la biodiversité. Également, je crois que j'ai fait à peu près le tour. Donc, je suis bien contente d'avoir fait la boucle de ce gros partenariat. Je pense que ça nous a donné l'envie de poursuivre à tous. Lors des rencontres ateliers, ce qui était intéressant avec vous, Mirova, avec Eva, tu te souviens, c'était ces rencontres, ces échanges entre les chercheurs, le comité scientifique qui nous a accompagnés aussi, je pense à lui là maintenant. Je crois que Nicolas Troncar
à participer à cette discussion. C'était les rencontres, les discussions lors des ateliers d'experts avec nombreux d'entre vous qui sont présents aujourd'hui. On a senti une réelle volonté de collaboration, d'avoir de meilleurs échanges, de mieux comprendre les résultats qui étaient issus des recherches. C'était des envies réciproques, des chercheurs qui avaient envie de comprendre quels étaient réellement les besoins, est-ce que les études qu'ils faisaient étaient possibles, appropriables sur place et inversement, est-ce que les besoins locaux pouvaient porter des réponses aux chercheurs. Donc voilà, donc c'était mes mots de conclusion à moi pour cette longue session de collaboration. Et encore merci à vous tous d'avoir participé très activement à la réussite de ce programme. Merci Claire. Donc, je vais passer aux dernières petites informations pratiques. Hop, je vais vous partager la slide. J'en aurai pour 1 minute. Concernant le webinaire, il sera disponible en replay sur le site de la FRB. Donc là, vous pouvez voir la page principale du site. Vous avez également un petit QR code si vous voulez voilà, le scanner rapidement. Les diapositives devraient être disponibles en anglais aussi. Et concernant la fin du programme, donc d'ores et déjà sur notre site, on a toutes les synthèses de connaissances complètes qui sont disponibles, que ce soit sur les impacts ou les mesures d'atténuation, que ce soit pour l'éolien terrestre, l'éolien marin ou le photovoltaïque au sol. Et il ne reste plus en fait qu'à publier les dépliants, résumés entre guillemets, et les traductions en anglais pour le photovoltaïque au sol. Pour l'éolien terrestre et marin, ceux-ci sont déjà disponibles. Et pour clôturer ce webinaire, donc je tenais à adresser un dernier remerciement donc à toutes les personnes qui ont travaillé avec nous. Donc, encore une fois, le Mirova Research Center, mais aussi le comité scientifique du projet qui a été d'une aide très précieuse, que ce soit pour la construction de ce programme, les relectures des rapports, leurs conseils, et toute l'équipe de la FRB, donc, que ce soit pour la rédaction des rapports, mais aussi une spéciale dédicace à notre pôle communication, Robin Almanza et Fanny Lavastrou, qui nous font un travail sur les livrables de grande qualité et qui sont d'une aide précieuse aussi sur l'organisation de ces événements. Donc merci aussi à tous les porteurs de projets, surtout pour leur présentation et les échanges très enrichissants qu'on a eus aujourd'hui. Et merci à tous les participants et les participantes. Vraiment, on a été nombreux aujourd'hui, ça fait plaisir à voir voilà, autant de personnes qui participent et qui se retrouvent autour de ces thématiques très importantes. Donc, on va pouvoir finir maintenant et je vous souhaite une excellente journée. Merci beaucoup. Merci.